Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le RMC Fighter Club numéro 337. Aujourd'hui, on reste dans la cage avec l'officialisation de l'UFC Paris 4. C'était il y a quelques jours, on va en parler avec Baba et Anto. Comment ça va les gars? Ça va super, écoute, un bon week-end de combat comme d'habitude. Donc là on est prêt pour rentrer dans, j'allais dire la Fight Week, la Tout le Monde Week. Ouais, Tout le Monde Week, ouais, exactement. Ouais, c'est vrai qu'il y avait du Hexagone, t'étais à Reims d'ailleurs avec Lucie Berthaud pour le commentaire du Hexagone. Et puis nous, Anto, on était à Paris pour l'UFC 316. Hein. Bah ouais, on était pas mal aussi. Ouais, c'était pas mal aussi, t'avais fait la présentation, il y a eu le Sunday aussi où il y avait Greg MMA et Nicolas Leblanc avec nous. Très gros week-end. Et puis là on commence la nouvelle semaine avec l'événement, l'annonce qui a eu lieu la semaine dernière. Allez, on va essayer d'envisager plein de choses qui pourraient se passer, les combattants notamment français qui pourraient être sur cette carte. En tout cas, on le sait, ça va être le grand événement du MMA français. Ce sera le 6 septembre prochain. Bon, on l'a dit, 4e édition de l'UFC Paris. Après 2022, 2023, 2024, l'UFC revient donc dans la capitale française. D'abord, les amis, j'aimerais qu'on détaille un petit peu ce qui s'est passé sur les précédentes années. On va commencer par le 3 septembre 2022, à jamais le premier UFC organisé en France. Le combat principal, c'était Cyril Gane contre Tai Tuivasa. Victoire de bon gamin par KO au 3e round. En tout, 5 Français sur la carte et un gros combat en main event, en co-main event avec Robert Whittaker contre Marvin Vettori. Un an plus tard, le 2 septembre 2023, c'est encore Gane qui est en combat principal, cette fois-ci contre Sergei Spivak, TKO au 2e round, 8 tricolores en tout, dont Manon Fiorot qui bat l'ancienne championne Rose Namajunas. Un événement qui avait alors rapporté 4 millions de dollars de billetterie, record historique pour la salle de l'Accor Arena, un record qui sera égalé en 2024 pour le Saint-Denis contre Moïcano le 30 septembre, qui termine mal d'ailleurs avec la défaite de BSD, mais qui bat le record du nombre de Français sur une carte UFC avec 9 ce jour-là. Alors Anto, Baba, est-ce que parmi ces 3 éditions déjà passées, il y en a une que vous avez retenue plus que les autres, que ce soit pour la qualité des combats ou même émotionnellement par rapport à ce que vous avez vécu en tant que spectateur? Bah, personnellement, pour moi, c'est l'UFC Paris 1. C'est plus professionnellement parce que c'est ma première année à RMC et vivre l'UFC Paris 1 en tant que pigiste, c'est énorme. Il y a eu, en plus, il y a tout ce qui allait avec. Il y avait les réseaux sociaux, il y a eu l'ambiance en même temps. Il y a aussi le film À jamais les premiers qui est sorti un mois après l'événement. Il y a tout ce qui a pu être compliqué au niveau du travail après l'événement, mais aussi la soirée. Quand BSD fait son entrée, donc c'est le premier Français à avoir combattu pour l'UFC ce soir-là, l'ambiance, elle est juste magnifique et je pense pas qu'il y ait eu meilleure ambiance que cette UFC Paris 1. J'étais pas là moi. J'étais ni là pour le premier ni là pour le deuxième, tout simplement. Voilà. Donc, mais devant ta télé, j'imagine. Alors le premier non plus. Même pas. Le premier même pas, je l'ai regardé en rediff après, tout simplement. En fait, c'est un moment où je pars en vacances. Donc le UFC Paris 1 et l'UFC Paris 2, j'étais pas là. J'étais pas en France. C'est pour ça que je les ai pas vus. Attends, Baba, t'as des enfants que tu pars en décalé en vacances. On les met à la rentrée. C'est un scandale. C'est un scandale. Mais par contre, pour les mêmes raisons qu'Anto, c'est l'UFC Paris 3 parce que c'est le premier que j'ai fait pareil en tant que consultant pour RMC Sport. Donc j'étais là, j'étais en plateau, même si je participais pas, mais bon, j'étais autour. Donc j'ai pu vraiment m'imprégner de tout ça et c'est un très bon souvenir. Maintenant, après, pour avoir revu les combats derrière, je pense que l'UFC Paris 1 il reste inégalable, quoi. Inégalable par rapport à la qualité des combats, tu veux dire? Ouais, vraiment en termes de niveau, c'était le meilleur. On a eu la meilleure qualité de combat et puis la meilleure ambiance visiblement. En tout cas, même quand tu regardais les combats après, c'est ce qui transparaissait. Moi, au niveau des combats, justement, si on devait en sortir un, j'en ai répertorié certains. Alors, c'est vrai qu'il y a BSD qui bat Miranda parce que à jamais, ce sera le premier Français à avoir combattu sur une carte en France de l'UFC. J'ai retenu aussi, moi, il m'avait marqué surtout dans l'avant-combat, le Imavov contre Buckley parce qu'il y avait eu beaucoup de tension entre eux et l'ambiance. C'est peut-être une des premières fois où on a eu une ambiance assez électrique dans la salle de l'UFC Paris. C'était aussi en 2022. Gane Tuivasa évidemment parce que c'est le main event et qu'il termine hyper bien avec un très beau KO pour Cyril Gane. Donc la salle avait bien pété à ce moment-là et je pense que c'était un bon souvenir.
personnellement, j'ai aussi Taylor Lapillus qui fait son retour contre Calonne Loufran. C'est vrai que là, alors peut-être parce qu'on travaille aussi avec Taylor. C'est la vérité. Donc il y a une affinité par rapport à ça, mais c'était quand même aussi la belle histoire de Taylor qui après plusieurs années revient finalement dans l'organisation. Les deux autres que j'ai encore, c'est les KO de Ziam et Charrière l'année dernière, qui sont quand même énormissimes, et puis Manon Fiorot qui va combattre Rosna Mayunas, qui est une ancienne championne du monde, même si le combat, il était très bon, il n'y a pas eu de KO, il n'y a pas eu de tout ça, mais par rapport à ce que ça représente, voilà, c'est aussi un combat que j'ai retenu. Est-ce que vous, par rapport à cela, ou alors des combats que vous avez ajoutés peut-être, il y en a un qui ressort? Moi, de ce que tu as dit, en y pensant comme ça la première fois, j'allais citer Manon versus Rose, parce que, à mon sens, c'est le combat avec le plus haut profil qu'on a organisé sur ces 3 éditions du UFC. C'est une ancienne championne en fait que Manon elle affrontait, et c'était pour une place de numéro 1 de la catégorie. À l'époque on pensait en tout cas que c'était pour challenger numéro 1, donc j'allais te citer ce combat là, et après pour pas réfléchir trop longtemps et trop loin, le KO de Fares, tout simplement. Il m'a fait crier devant tout le monde, il est dingue, lever, crier, etc. Vraiment, c'est le genre de moment que tu viens et tu veux vivre ce moment-là en fait. Donc j'étais super content. Donc Ziam 2024 contre Matt Frevola pour Baba. Toi, Anto? Alors moi, ce que je retiens, c'est peut-être pas un combat, mais le Gan Tuivasa, c'est l'ambiance qu'il y a, parce que c'est je pense, l'un des seuls combats où à l'UFC, il y a même les commentateurs, quand la Marseillaise retentit sur le Gan Tuivasa, ils s'arrêtent et t'as Felder qui fait wow. Et juste les commentateurs s'arrêtent juste pour apprécier la salle, apprécier l'ambiance. Et l'UFC a joué donc la vidéo avec c'était Bisping aussi qui commentait pendant des semaines encore, et même l'UFC Paris 2, l'UFC Paris 3, ils ont encore ressorti l'ambiance. Donc c'est le Gan Tuivasa pour toi qui par rapport à son contexte et justement cette ambiance-là ressort. Justement, c'est le prochain thème que je vais aborder. Est-ce que l'UFC Paris est devenu incontournable pour l'organisation maintenant? Ils ont joué là-dessus après l'UFC Paris 1, la Marseillaise, l'ambiance, c'est des ambiances qu'ils n'ont pas aux États-Unis. Ça n'existe quasiment pas. En Europe, c'est possible. Dans d'autres endroits du monde, c'est aussi possible. Aux États-Unis, c'est quasiment impossible d'avoir une ambiance aussi électrique. Est-ce que l'ambiance a fait que l'UFC Paris est devenu incontournable pour l'UFC? Oui, c'est un des gros facteurs. Pour moi, le business fait que ça les rend incontournables. Tu l'as dit, il y a eu des records. À la Gate, donc je pense que c'est le fait de faire beaucoup de dollars. Faut s'en rendre compte de ça. Pardon, Baba, je te coupe, mais le record historique de recettes à la billetterie pour cette salle, qui a accueilli des matchs de NBA, qui a accueilli tous les plus grands chanteurs du monde, qui a accueilli des compétitions internationales de tous les sports que tu peux imaginer qui peuvent se faire en indoor. Et là, c'est l'UFC Paris qui, dès sa première édition, bat le record. Et le deuxième record est battu à nouveau par l'UFC Paris. Il faut s'en rendre compte de ce que ça représente. Pour ça, je pense que c'est important. L'UFC cherche à s'établir dans certaines régions, c'est pour faire du business. On sait maintenant que leur business model, il est beaucoup basé sur les villes, ou en tout cas les villes qui accueillent l'événement, qui mettent un petit peu la main à la poche, et donc ça c'est très important pour l'UFC. Donc tout ça fait que je pense que c'est un incontournable. Derrière, évidemment, l'ambiance, on a entendu Dana dire au micro de Yacine que il avait besoin de vivre cette ambiance-là de lui-même, donc on verra s'il sera sur place, puisqu'il a un gros combat en anglaise à organiser, visiblement, mais bon, on verra s'il viendra profiter de ça. Est-ce que y a moins de rumeurs sur des UFC qui pourraient se faire dans d'autres villes de France? Il y a quand même des cadres de l'UFC à l'époque qui avaient dit que Marseille, ce serait une très belle opportunité. Je crois que dans les dernières années, dernières semaines, derniers mois, on n'a pas trop entendu parler de cette rumeur qui pourrait se prolonger. En tout cas, ça dépend en fait. À chaque fois, je pense des combattants. Là, la tête de gondole, c'était Cyril Gane. Donc forcément, ils allaient venir à Paris. Peut-être si Manon avait pris le titre contre Valentina, pourquoi pas aller dans le sud, Nice, pourquoi pas. Mais là, c'est différent. Je pense qu'ils vont rester à Paris pendant pas mal de temps. Il y a déjà Arès qui avait eu du mal à faire un peu le tour de la France comme Hexagone le faisait. Là, il commence à le faire. Un peu à Brest, descendre à Marseille. C'est pas demain la veille, selon moi, que l'UFC descendra, ira à Marseille ou Nice, je sais pas encore. C'est pas pour tout de suite. C'est vrai que s'il y avait une championne ou un champion qui était issu du sud de la France, peut-être que ça aurait aidé l'UFC à pouvoir y aller. Et en même temps, si Manon avait eu la ceinture, faire une ceinture numérotée, du coup, potentiellement dans le sud, ça aurait été dur à imaginer aussi. Encore une fois, c'est un autre facteur, mais après, il faut voir ce que les autres ont fait avant eux. L'UFC, on sait qu'ils regardent, ils connaissent les deux organisations. Et là, tu vas vouloir regarder le Glory, parce que le Glory a beaucoup organisé en France. Et leur plus gros succès, paradoxalement,
paradoxalement, c'était pas à Paris. Le Glory, c'était à Lille. Les fois où ils ont été à Lille, ils ont fait vraiment salle comble, avec ambiance et tout ce que tu veux. Alors que je te parle de mecs, c'est des City Chai, Sitong Penong. Tu vois, je te dis ça, il y en a plein qui savent pas qui c'est. Enfin, c'est des combats. Il y a eu Cédric Doumbé, notamment, qui a combattu à Lille. Et le fait que ce soit dans le Nord, c'est très accessible de Paris. Puis t'as tous les Belges, t'as les Hollandais, t'as les Allemands, etc., qui peuvent venir très facilement. C'est un bon business. Ce qui pour le pied-point, et forcément, ça peut ramener du monde sur ces pays qui sont aussi très fans de pied-point. Allez, on va se plonger sur cette UFC Paris 4e du nom, donc pour le 6 septembre 2025 à l'Accor Arena. Il y a 9 Français actuellement en contrat avec l'UFC. On va les citer: Gane, Imavov, Fioro, Saint-Denis, Cornol, Ziam, Si, Charrière et Gomis. On a perdu 3 combattants français depuis l'année dernière parce qu'il y avait encore Lapillus, Jousset et Guémouri qui étaient en contrat avec l'UFC. C'est terminé pour eux. Allez, honneur à Cyril Gane puisqu'il a été la tête d'affiche des 2 premiers UFC Paris. Il est numéro 1 des poids lourds actuellement. Devant, il y a Jones qui est champion et il y a Spinal qui est champion intérimaire. Évidemment, Jones qui bloque un petit peu la situation parce qu'il a fait qu'une seule défense de sa ceinture. Beaucoup la situation depuis qu'il a gagné contre Cyril Gane en 2023. Gane, concrètement, ça va être compliqué, je pense, pour lui à l'UFC Paris parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à prendre un mec en dessous. Le mec qui est classé juste derrière lui, c'est Volkov. Il l'a déjà battu 2 fois. Les mecs qui sont derrière, il n'y a pas grand intérêt. Il peut peut-être attendre Aspinall puisque Jones ne se décide pas à aller prendre Aspinall. Pour moi, je pense que Cyril Gane, on ne le verra pas à l'UFC Paris 2025. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ma première pensée, c'était la même que toi. Après, je me suis quand même plié à l'exercice parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, tu vois. Donc, je me dis, on sait jamais, il peut se passer pas mal de choses. Ce qui m'a fait me dire, il faut quand même considérer qu'il y ait une chance de combat, même si elle est inférieure au fait, à la probabilité qu'il ne combatte pas. C'est son dernier combat et son dernier résultat contre Volkov et toute la controverse que ça a suscité. Je pense pas, je connais pas les relations de Cyril avec l'UFC, donc je peux pas te dire que l'UFC était pas content ou quoi, ça j'en sais rien, ce serait que de la spéculation de ma part. Je pense qu'il l'était, vu ce que Dana White avait dit à Volkov à la sortie de la cage déjà, c'est que je pense que c'est un bon symbole. Froidement, moi je vais prendre ce qu'on a eu, donc il y a eu ces éléments-là, de se dire peut-être qu'il voulait faire une revanche, ou alors peut-être que l'UFC se dit non mais de toute façon Cyril, vu ta dernière perf, t'as pas trop le choix, on a besoin de toi déjà pour remplir cette salle à Paris, on a décidé de revenir, donc faut que t'aides le business à fonctionner. Et puis il y a un Brésilien qui le call out depuis 2 ans maintenant, non-stop. Donc c'est un combat qui serait relativement facile à faire pour l'UFC. Et peut-être que Cyril, il est dans une position où il se dit, vu ce que j'ai fait contre Volkov, ce serait peut-être bien que je prenne ce gars-là, que je l'éteigne entre guillemets si c'est faisable. Et puis ensuite, il call out Thomas Spinal. Alors, je vais peut-être aller à contre-pied de ce que dit Baba. J'entends ce que tu dis, mais selon moi, Cyril Gane aujourd'hui, c'est peut-être un combattant de pay-per-view, comme peut l'être aussi Nassourdine. En fait, c'est des combattants qui sont tellement proches de la ceinture. Et quoi que l'on dise, Cyril Gane, ça fait quand même assez vendre. C'est un bon poids lourd numéro 1. Ouais. Là, Aspinall, il a fait une vidéo dernièrement en disant, quand je vous dis que John Jones est à la retraite, c'est que je mens pas. Je suis pas là pour les réseaux, je suis pas là pour la fame. Si je vous dis qu'il est à la retraite, c'est qu'il est à la retraite. J'ai un combat qui va être annoncé prochainement. Aujourd'hui, tu prends tous les poids lourds. Aspinall, il a battu tout le monde qu'il a affronté. Gane, à part Jones et Ngannou, il a battu tout le monde et dans la catégorie du top 5. Si tu fais pas Aspinall contre Gane, je pense que c'est un manquement à l'UFC et ça m'étonnerait qu'Aspinall vienne à Paris. Oui, ça je le vois pas. En Angleterre, aux États-Unis. Ça je le vois pas le faire. Maintenant, tout le problème c'est la phrase que tu as dit avant. Voilà, c'est le manquement. Si on ne faisait pas le Aspinall Gane, et l'UFC ne montre que des manquements aujourd'hui dans cette situation. Encore une fois, je reste que factuel. Vous allez encore me sortir que Baba il aime pas Jones, etc. Non, factuellement, Jones il vient de dire là il y a 3 jours. Prenez-la la ceinture gratuitement, je m'en fous. Pas suivi des faits. Dana White qui fait semblant de la prendre en conférence de presse, alors que je pense qu'il doit avoir des notifications sur les tweets de Jones. Donc bon, écoute, je leur fais pas confiance du tout à ce sujet-là. Et c'est pour ça que je vois un futur où Gane n'affronte malheureusement pas Aspinall tout de suite. Il y a en plus Francis Ngannou qui a dit qu'il pouvait ouvrir la porte à un retour, via son entraîneur, etc., qui a dit qu'il pouvait ouvrir. Donc je pense que Jones, quand on ça, en plus, il va dire attends, Tom, attends-moi un petit peu, parce que là j'ai du business à côté. Donc on verra sur ta carte de rêve tout à l'heure, Baba. Potentiellement, pour Baba, on pourrait se dire qu'il y a un Gane contre Jailton Almeida. Pas de rêve. Là, c'est le Baba. Voilà, c'est le Baba factuel. D'accord, pragmatique. De rêve, je vais te raconter d'autres choses, tu vas voir, ça va être bien. Sur Cyril Gane ou alors sur tout le monde.
Bon, sur Seligman, on a compris. Pour toi, il y serait pas. Et pour toi, potentiellement contre Jailton Almeida, qui est actuellement classé 6e de la catégorie des poids lourds, ça pourrait être un combat. Et c'est vrai que moi, je vois bien. Si ça se fait en tête d'affiche, c'est parfait. Voilà. Il y a du spectacle. Perso, Gann qui soit que un pay-per-view fighter comme le dit Anthony, parce qu'il a mérité cette place. C'est juste qu'on connaît l'UFC, tu vois, avec les histoires de tu sais, t'as vu le combat de l'avant. De toute façon, si tu mets Gann en tête d'affiche, quand tu mettais à l'époque Tuivasa ou Spivak, c'est pas des mecs qui font vendre. Oui. Donc si tu mets Gann, tu sais que pour les médias, ça va faire parler. Ça reste actuellement, peut-être avec Benoît Saint-Denis, le combattant français le plus médiatisé, le plus connu, et Gann est encore un cran devant Benoît Saint-Denis en y réfléchissant. Donc ça pourrait être une éventualité. On va descendre et on va donner aussi l'honneur à l'autre classé numéro 1 dans sa catégorie contender numéro 1 des moins de 84 kilos, Nassourdine Imavov, backup fighter du 17 août pour le combat entre Duplessis et Chimaev. Donc il sera au poids le 17 août, puisqu'il va faire la pesée comme les combattants qui sont remplaçants en cas de défaillance de l'un des fighters. En plus, il y a Chimaev qui est dans l'équation, donc je pense qu'il va être bel et bien au poids pour se donner une chance de pouvoir prendre la ceinture si l'un des deux combattants n'est pas au poids. Imavov, c'est le Français qui a le plus bel enchaînement ces derniers temps, avec 4 victoires d'affilée, Dolidze, Cannonier, Allen, Adesanya, et il a dit que si il ne combattait pas le 17 août, lui-même, dans ses termes, puisque c'est une déclaration qu'il a faite, convoquerait un combattant à Paris. Alors, en gros, ça va être dur de prévoir s'il y est ou pas. Il l'a dit, concrètement, s'il ne combat pas le 17 août, il sera à Paris. C'est ce que vous pensez aussi? Ouais, j'y pense. Moi, je pense que c'est vrai. Moi, j'aime bien qu'il ait utilisé l'expression convoqué. Ouais, t'aimes bien. Ouais. Je pense que c'était à dessein. Il y en a qui aiment moins. Ouais. Moi, on avait eu ici Amin Ayoub et Michael Lebou. C'était pas pour les mêmes raisons, mais je vais te convoquer au milieu de la cage. Non, il est en position numéro 1. Il a été conforté dans cette position par l'UFC qui lui donne la place de backup. Donc oui, t'es en position de convoquer quelqu'un dans un event qui se trouve chez toi dans ton pays, évidemment. Donc moi, j'aime bien qu'il ait utilisé cette expression et je pense que ça va être faisable. Il y a beaucoup de doutes. Je sais pas ce que t'en penses, Anthony, par rapport au fait qu'il soit obligé de faire 2 cuttings. Moi, personnellement, je suis pas trop inquiet. T'as 3 semaines d'intervalle entre les deux. Ouais, c'est ça, il y a 3 semaines, mais alors c'est Hugo Pérez qui a eu l'information pour RMC Sport, et il semblerait, si j'ai bien compris ce que Hugo m'a dit, c'est que Nassourdine n'aurait pas vraiment besoin de faire la pesée le 17 août pour Khamzat Chimaev contre Duplessis. Ça serait un backup un peu spécifique, c'est qu'on le préviendrait un peu en amont en disant peut-être que là tu aurais besoin de faire le poids, mais s'il n'a pas besoin de le faire, il le fait pas, mais il continue quand même son camp d'entraînement. Et bien sûr, le mot est parfait, convoqué, c'est lui le numéro 1, c'est lui qui décide. Je combats pas le 17 août, c'est moi qui décide de combattre à Paris, et peu importe qui va call out, je pense que ça sera Caio Borraillo selon moi. Mais c'est toi qui sais, parce que Caio Borraillo il a essayé un peu un pressing de je vais combattre Imavov à l'International Fight Week, sa fausse vidéo avec Daniel Cormier, on l'a vu venir. Donc si c'est Nassourdine qui décide, je veux t'affronter à Paris. Si tu veux pas faire le poids à Paris, c'est ton problème, c'est pas le mien. Alors ce qui est intéressant, c'est que si le Fighting Nerd contre Nassourdine Imavov peut se faire, ça a une tête de main event. Tu peux le mettre en main event facilement. Absolument. Et d'ailleurs, même pour Nassourdine, ce serait presque dévalorisant pour Nassourdine de ne pas être en main event sur un combat comme celui-ci. Par contre, on pourrait le savoir qu'à partir du 17 ou du 18 août, ça veut dire que l'UFC va être obligé de trouver un main event avant. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt pour Nassour? Alors apparemment, c'est possiblement un accord qu'il a passé avec l'UFC en se disant on te fait quelques fleurs sur le premier cutting, par contre tu nous assures d'être là à Paris si jamais tu fais pas le combat. Du coup voilà, c'est un petit peu dur de savoir ce qu'ils vont faire par rapport à la situation de Nassourdine. Ouais, non, ça peut être quelque chose comme ça qui s'est passé en coulisses. Moi l'info que Hugo Pérez a judicieusement obtenue, elle me fait me dire un truc, c'est que on table pas spécialement sur une blessure de Chimaev, on table plus sur le fait qu'il n'arrive pas à avoir son visa. Parce que tu vas pas dire à un combattant t'inquiète pour le cutting, je te préviens 3 semaines avant. Donc c'est une chose que tu sauras plus à l'avance. Exactement. Si c'est quelque chose qu'on sait plus à l'avance, tu vas pas anticiper la maladie ou la blessure, tu vas anticiper le fait qu'il pourra pas avoir ses papiers et qu'on va avoir besoin de Nassour pour faire ce combat-là. Donc il est dans une position, je vais utiliser un mot qui est peut-être pas adapté pour le combat, mais relativement confortable. Où tu te dis ok, je vais m'entraîner, je vais me préparer. Par contre, j'ai pas besoin de couper les derniers kilos. Faut savoir aussi que Nassour, il tourne, je crois, autour de 92 kilos. C'est pas non plus le cutting du siècle. Et encore, ça c'est quand il s'entraîne pas. Quand il s'entraîne, il descend déjà en dessous des 90. Donc c'est une position qui est plutôt pas mal. Et puis après derrière, effectivement, ce serait à Borraillo de venir à Paris défier
défier Nassour. Et tout le monde est sur un pied d'égalité, entre guillemets, parce que même si c'était Borralho qui devait venir à Paris, il aurait le même temps de préparation pour Nassour. Ce serait pareil. Donc en fin de compte, ça colle pas mal. Après, il y a l'aspect sportif aussi. Je sais pas, prendre un mec qui est classé 6ème comme Borralho actuellement. Tu vois, il est numéro 1, Nassour. Il a une place quasiment assurée derrière le combat pour pouvoir faire un title shot. Derrière, il va prendre le 6ème si ça se passe mal pour lui. Chaise musicale, changement de position, etc. C'est dangereux aussi d'accepter ça. Non, mais c'est dangereux. Mais après, la catégorie des 84... elle change beaucoup ces derniers temps, c'est un bordel. Whittaker qui va prendre 2 Readers à 7 places en dessous. Les gars, pensez aussi à l'UFC. Borralho, il y a une grosse hype, les Fighting Nerds, etc. Oui, bien sûr. Vois, je veux dire, si demain pour Nassour, s'il y a le moindre couac dans ce combat, Borralho, l'UFC va être aussi content de pouvoir le faire monter. C'est pour ça, en fait, c'est un win-win pour l'UFC. Parce que c'est une catégorie en ce moment qui bouge énormément. Et je l'avais dit déjà à l'époque, l'année dernière, où Nassour prenait le risque de prendre Brendan Allen à Paris, alors qu'il était déjà dans une position intéressante. Tu vois, à ce moment-là, on disait que, et ça je le dis tout le temps, de toute façon, les gars, tu vas les battre en montant ou tu vas les battre quand tu seras assis sur le trône. Si tu peux les prendre, prends-les. Et la deuxième chose, c'est que dans une catégorie où il y a beaucoup de mouvements, où le champion il est fort, mais il y a quand même encore des doutes sur lui, etc., que les autres combattent régulièrement. Celui qui est inactif, c'est celui qui se trompe. Donc, au moment, si le combat pour le titre il est confirmé entre Duplessis et Chimaev, même si Nassour il est déjà dans une position de challenger, l'UFC, de toute façon, ils vont lui dire tu pourrais choisir de rien faire, mais c'est Duplessis qui te dira quand, si c'est Guillaume ou si c'est Chimaev. Donc décembre, je sais pas moi, janvier, quelque chose comme ça, et tu t'exposes à une longue attente, ou alors tu te dis non, je reste actif, et en plus j'écarte un mec qui a une grosse hype. Ça peut être intéressant. Ok, ça peut être intéressant. En tout cas, il y a aussi des options et beaucoup de scénarios possibles dans le cas de Nassour à faire à suivre. On monte au classement encore. On a évoqué nos Français classés premiers de leur classement respectif. Numéro 2, Manon Fiorot, moins de 57 kilos. Elle vient de perdre son combat contre Valentina Shevchenko pour la ceinture. C'était il y a un mois, c'était à l'UFC 315 à Montréal. Est-ce qu'on peut envisager qu'elle soit à Paris ou pas, Manon Fiorot, pour vous ? On en avait déjà parlé sur un Fighter Club au moment où on fait le débrief de l'UFC, l'UFC 315. Aldric Cassata a parlé donc nos confs Jab Life avec Alexander Herminet. C'est pas le bon timing selon lui de faire l'UFC Paris. Donc si on écoute et on entend Aldric Cassata, Manon ne fera pas l'UFC Paris. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas de ce qu'il disait. Et lui, pour le coup, on sait qu'il a des bonnes relations avec l'UFC, que ça se passe bien. Donc là, faut le croire sur parole. Maintenant, si jamais l'UFC a besoin de Manon pour que ça soit un event encore plus beau, et parce qu'il y a pas mal d'incertitudes sur certains autres combats. Après, j'imagine qu'ils iront quand même. Et là, je vois qu'une seule adversaire potentielle. Rêver, pas rêver, tu mets Alexa Grasso en fait. Ouais. Alexa Grasso, mais bon, pareil, ça peut être même pour l'UFC, si tu le mets pas là, ça peut être une affiche de Fight Night pendant l'année. Donc même pour l'UFC, mettre en co-main event par exemple, s'il y a 200 Nassour, donc potentiellement plutôt garder ça sous le coude pour un main de Fight Night. Pour moi, ça peut pas être un 3 rounds. Non. Tu vois. Surtout que l'UFC Noche a changé de. C'est plus un pay-per-view, c'est plus Guadalajara, c'est San Antonio. Tu veux faire Diego Lopez et Rodriguez, faut un main event grâce au Fiorot. Je me suis lit dans mes pensées. C'est exactement ce que je me suis dit. Pour la Noche, vous pensez... On pense tous à Diego Lopez contre Yair Rodriguez. C'est logique, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas oublier qu'Alexa Grasso, elle a déjà fait un main event et que ça a fonctionné. Et l'UFC se bat sur des certitudes. Tu vois. Donc il ne faut pas l'écarter, cette possibilité. Ok, on a bien compris. On écarte Manon Fiorot donc, de cette carte du UFC Paris par rapport à ce qu'on pense. Tu as cité Jab Life et Alex Herbinet. D'ailleurs, je crois qu'ils doivent être à peu près en même temps en train d'enregistrer aussi un podcast sur ce qu'ils veulent voir à l'UFC Paris ou ce qu'ils pensent voir à l'UFC Paris. On aura une oreille attentive évidemment sur ce qu'Aldric dit sur le futur de Manon, mais en tout cas on regardera si nos cartes potentielles collent avec ce que eux pensent aussi.
Benoît Saint-Denis derrière, 13e dans la catégorie des moins de 70 kilos, les poids légers. 2 défaites en 2024 pour BSD. Dur à encaisser quand même, mais heureusement il s'est relevé face à Kyle Prépollet qui devait affronter Joël Alvarez qui a été forfait à peu près une semaine ou même pas, non, c'était 4-5 jours avant le combat sur la Fight Week. Benoît Saint-Denis, il est lui aussi potentiellement assez bien placé pour pouvoir être tête d'affiche sur cette UFC Paris. Est-ce que vous le verriez prendre un combattant qui est mieux classé, par exemple comme Mateusz Gamrot qui lui a fait plus que des appels de phare sur ces dernières semaines? Moi, je le vois comme une belle opportunité, en tout cas pour Benoît, de pouvoir prendre un mec qui est classé numéro 7 de sa caté. Et je suis même étonné que Mateusz Gamrot soit aussi intéressé par Benoît Saint-Denis, qui est un combattant hyper dangereux pour lui, et qui en plus de ça est beaucoup moins bien classé que lui. Donc pour moi, c'est l'opportunité rêvée pour Benoît Saint-Denis. Absolument. Quand tu es dans la position dans laquelle Benoît est, que tu crées un petit bif avec un mec qui est mieux classé que toi, et que ce gars-là est plus qu'ok pour le faire, bah t'as tout gagné en fait. T'as tout gagné, tu vois, c'est parfait pour lui. Gamrot, il est ok pour le faire à Paris en plus. Donc non seulement il est prêt pour prendre un combattant qui est moins bien classé que lui, et en plus il est prêt à venir chez lui. Encore une fois, si l'UFC fait pas ça, moi je sais pas quoi te dire. Après, c'est toute proportion gardée, mais BSD a eu ce que Kao Borralho n'arrive pas à avoir avec Nassourdine. Après, Gamrot, je sais pas s'il a compris un peu comment ça fonctionnait. Il a toujours appelé des mecs en dessous de lui. C'est vrai. Hein. C'est ouf. Hein. Il a jamais compris. Donc en plus, Nicolas Haute disait que BSD a dit que moi s'il veut dans 2-3 semaines je le prends Gamrot. Nicolas Haute a dit moi le bon timing c'est l'UFC Paris. Gamrot, il a battu Klein, il a dit BSD tu veux de cette fumée, faisons-le à Paris. Ok, mais l'UFC ils ont juste à signer. Hein. Ah oui, je pense qu'ils l'ont signé en sortant de la conférence de presse, hein, parce que si je vois pas comment tu fais pas. Mais en même temps ils n'avaient pas prévu de faire monter Amanda Nunes dans la cage ce week-end, donc encore une fois ma confiance est très très basse. Ouais. vu ce qu'on dit là, du coup ce qui va commencer à être compliqué, ça va être dans quel ordre est-ce qu'on met les combats qu'on est en train d'imaginer. Donc ça on le fera à la fin, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de combats qui ont des têtes de main event en fait si on les fait, clairement. Et du coup plus on avance aussi et plus je me dis que l'UFC les mettra pas tous sur la même carte parce que c'est un peu compliqué. C'est compliqué, ça a aussi annulé des potentiels bons combats pour d'autres événements, donc faut faire des événements ça reste, faut quand même voir que pour nous c'est très important, mais aux États-Unis ça reste une fight night qui est même pas aux heures qui intéresse les Américains, donc il y a beaucoup d'éléments qui font qu'il faut pas mettre tous les très bons combats sur une carte qui commence à 21h ou 20h, 21h pour la carte principale en heure européenne. Je m'excuse pour Nora Cornell dont on va parler maintenant parce qu'elle est mieux classée que Benoît Saint-Denis au classement de sa caté, elle est 12e, mais si je l'ai mise un tout petit peu derrière, c'est qu'elle combattra pas. Elle combat en août, ça on peut en être sûr. Voilà, Nora Cornell ça va aller vite parce qu'elle combat le 2 août chez les moins de 61 kilos contre Carole Rosa, donc c'est à peine un mois avant l'UFC Paris, on peut être quasiment sûr qu'elle sera pas là. L'UFC Paris, alors ça pour le coup c'est une compétitrice, mais ça reste aussi un mauvais souvenir pour elle parce que sa seule apparition là-bas c'était contre Jacqueline Cavalcanti et puis elle avait perdu, donc voilà, elle est sur un bilan de 3 victoires à l'UFC contre une défaite, elle reste sur une victoire, elle recombat début août, donc je pense que Nora Cornell on peut l'écarter, ça on est d'accord. Si on a pensé à tous les trois la même chose, je pense que ça me paraît le plus logique. En même temps je suis content pour Nora parce qu'elle a gagné récemment, on la rappelle déjà assez rapidement, pour combattre aux États-Unis, ça veut dire qu'on compte sur elle dans cette catégorie, c'est le message le plus important pour moi. Et je vais te dire que c'est un message pour moi qui est plus important que le fait qu'elle combatte à Paris, même si c'est toujours bien. Nora, c'est une représentante de la Seine-Saint-Denis comme moi, hein, donc Paris c'est Paris, tu vois. Mais bon, là, il faut voir plus grand pour sa carrière, évidemment. C'est ça qui est important pour Nora. Le chemin, il est plus grand, et donc ça passe par des combats là-bas, et c'est tant mieux pour elle. Mais en plus, ça prend une mieux classée. Et je reviens juste sur ce que tu as dit, mais ses débuts, elle avait fait à l'UFC Paris, elle avait pris Edwards et elle avait gagné à la décision. T'as raison. Elle est à 1 parce que c'est le bout qui reste amère de Cavalcanti, mais tu fais bien de m'en prendre. Mais elle gagne son premier combat. Exactement. Elle a 2 combats à l'UFC Paris déjà pour Nora Cornell, qui ne devrait donc pas être sur l'UFC Paris 4 cette année. Alors, on est sorti, ça y est, des combattants classés, mais il y en a un qui pourrait être classé très bientôt, d'ici même pas 5-6 jours maintenant. C'est Oumar Sy, chez les moins de 93 kilos. Il combat contre Alonzo Menifield sur la carte de Kamaru Usman contre Joaquin Buckley. Lui, dans la temporalité, ça pourrait un petit peu mieux passer parce qu'on est
c'est 2 mois et demi avant l'UFC Paris. S'il s'en sort assez rapidement, comme il a l'habitude de le faire, Oumar Sy, il pourra sortir sans bobo et donc prétendre à un combat à l'UFC Paris en tant que, pourquoi pas, combattant classé, parce que s'il fait une grosse perf, il pourrait rentrer dans le classement des moins de 93. Bah, il y a des combats en plus qui sont très intéressants en moins de 93. On va pas spoil parce qu'il y a une carte à donner à la fin de l'émission, mais il y a de beaux combats à faire en moins de 93 si Oumar Sy gagne ce week-end, et j'ai pas de doute là-dessus. Il a les compétences pour battre Menifield ce week-end. Faut une victoire quand même assez rapide, faut pas de bobo, parce qu'on sait qu'à l'UFC Paris, il a combattu, il a fait une décision, il s'est blessé et donc il a dû annuler même le premier combat contre Alonso Menifield. Faudrait une sortie sans bobo, un finish premier round comme il l'a fait pour ses débuts à l'UFC. Et là, l'UFC Paris lui est promis un bon combat en main card et assez haut sur la main card. Tout dépend des combattants qui vont combattre à l'UFC Paris. Ouais, ok. Non, tu t'es dit, c'est exactement ça. Et puis je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. Donc si jamais il sort du combat avec quelque chose qui va pas, je pense qu'il saura aussi se dire c'est dommage. Mais bon, je fais pas pari parce que, encore une fois, il faut viser loin, il faut viser plus haut. Ouais, ok, il faut viser loin. Et Oumar Sy pourra viser très loin si bat Alonso Menifield dès ce week-end chez les moins de 93. On évoquera peut-être tout à l'heure ses adversaires. Vous nous direz tous les deux ce que vous en pensez. S'il est sur la carte de l'UFC Paris, vous pouvez ne pas le mettre aussi, si vous pensez qu'il n'y sera pas, même en cas de victoire. C'est aussi possible, évidemment, pour Oumar Sy. Il nous reste 3 Français dont on va parler. D'abord, l'un de ceux qui a brillé l'année dernière pour l'UFC Paris 2024, 3e édition, chez les moins de 70 kg, Fares Ziam. Quand même, quand on voit son run à l'UFC et son parcours en règle générale, ça reste l'un des Français les plus sous-estimés, peut-être le Français le plus sous-estimé, sous-estimé pas en termes de niveau, parce que ceux qui suivent le MMA évidemment savent ce que c'est, ce qu'il représente, mais par rapport au grand public, il y a un manque de notoriété par rapport à ce qu'il a déjà représenté. 2e run à l'UFC actuellement pour lui, comme Taylor l'avait fait d'ailleurs quand il a re-signé à l'UFC. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager pour lui? Il a dit qu'il voulait prendre un top 15 pour cette UFC Paris. Est-ce que vous y croyez? Oui. Mais il l'a dit. Il l'a dit au mais est-ce que vous croyez qu'il va le faire? Ouais. Moi, je pense que l'UFC va mettre les conditions pour lui filer un top 15. Oui, et puis il y a 2 noms possibles, visiblement, donc qui sont en bout de top 15 et qui colleraient bien, qui sont disponibles a priori. Il y en a un, c'est Alvarez. S'il est remis de sa blessure, a priori, ça peut le faire. L'autre, ce serait Grant Dawson. Je pense que c'est faisable. Donc c'est les 14e et 15e du classement. Donc ce qui lui permettrait d'entrer dans le classement à ce moment-là. C'est ça. Et puis il est avec un manager qui est de toute façon dans les petits papiers de l'UFC. Donc quand c'est comme ça, oui, tu peux avoir le combat que tu souhaites. Non, mais c'est. Il l'a dit au micro de Flora Moussi au moment du KSW. Il l'a pas dit avec hésitation. Il l'a vraiment dit avec les mots. Il a vraiment parlé français. Ouais, ça sera Paris top 15. Et je suis persuadé que l'UFC saura le remercier avec une opposition comme ça. Top 15, ça, vous envisagez seulement ces 2 noms? On n'irait pas, par exemple, si on remonte un tout petit peu, Benoît Saint-Denis, Michael Chandler, Fiziev, à mon avis, c'est non. Renato Moicano, qui est 10e, est-ce que un retour de Moicano à Paris, lui qui reste sur des échecs, finalement, est-ce qu'on pourrait l'envisager? Ça dépend, parce que Moicano il est booké pour l'International Fight Week contre Benny Dariush. Tout dépend du résultat de ce combat-là. Un retour de Moicano à Paris, ça aurait de la gueule aussi, non? Ça aurait de la gueule. Comme ils l'ont fait pour Frévola, qui est revenu après un premier passage à l'UFC Paris, pourquoi pas? Non, vraiment, oui. Bien sûr que ça aurait de la gueule. Il y a quelque chose qui s'est créé l'année dernière avec lui, avec le public. Il est rentré dans la tête de plein de Français et de plein de Français qui ne suivent même pas le MMA. C'est vrai qu'il y a des gens qui regardaient jamais le combat de la vie, savent qui c'est Moicano maintenant. Tu vois. Donc, oui, bien sûr que ça ferait sens. Et je me reprends évidemment, s'il n'avait pas fait de passage à l'UFC Paris, il avait combattu Benoît Saint-Denis et c'est ce qui avait marqué sa hype en France. Et du coup, il avait combattu contre Fares Ziam à l'UFC Paris. Ok, un autre Français, voilà, je le note sur ma petite feuille, potentiellement à l'UFC Paris pour tous les deux, et on va voir contre qui tout à l'heure. Soit, on l'a compris, contre Grant Dawson, soit contre Joel Alvarez pour un potentiel combat de Fares Ziam. L'autre star, on va dire, de l'UFC Paris 2024, grâce à son résultat, c'était Morgan Charrière, chez les moins de 66. Il a signé un nouveau contrat à l'UFC, Morgan Charrière. On le sait, très spectaculaire. 3 bonus de fin de soirée sur ces 4 combats déjà disputés à l'UFC, 2 victoires, 2 défaites. Morgan Charrière, est-ce qu'on peut s'attendre à le voir à l'UFC Paris ou pas? Aujourd'hui, je pense que si tu ne fais pas d'UFC Paris sans Morgan Charrière, t'as rien compris.
t'as vraiment rien compris. C'est l'un des combattants qui génère le plus d'émotions. Son combat à l'UFC Paris contre Manolo Zecchini, il a juste mis un tweet genre non les gars, pas de UV, juste ne parlez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Italien il est rentré sans un seul bruit. C'est la première fois que j'ai vu ça en tout cas à l'UFC. C'était fou. Donc l'UFC sait que Morgan fait des chiffres, donne de la visibilité. Si tu mets pas Morgan à Paris, t'as rien compris. Baba, il est hyper UFC compatible, Morgan Charrière, de toute façon. Il est plus qu'UFC compatible, c'était un destin. C'était leur destin. C'est à l'UFC, à Charrière, de faire du business ensemble, évidemment. C'est quelque chose qu'ils soupçonnaient depuis longtemps, l'UFC, à travers ses combats, à travers ce qui se passait à Fight Pass, Cage Warriors, etc. Donc, ils ont validé que c'était le cas, ils l'ont re-signé pour une bonne raison. Et évidemment, qu'il sera, à chaque fois qu'il y aura un UFC en France, il y aura Morgan Charrière. Je ne les vois pas faire autrement. Ok, oui, donc je pense qu'en plus ils doivent prévoir, se dire attends, il y a UFC Paris qui arrive, on va pas le booker dans les 5-6 mois qui sont juste avant pour pouvoir le préserver pour cette échéance-là. Vous nous direz tout à l'heure potentiellement contre qui vous pourriez le voir sur cette UFC Paris. Le dernier français qu'on n'a pas évoqué et qui est actuellement sous contrat avec l'UFC, c'est William Gomis, moins de 66 kilos, il a gagné ses 4 premiers combats UFC, mais il a perdu le dernier. C'est le seul, je crois, à revérifier, qui a fait les 3 UFC Paris. Il me semble que c'est le seul. Il y en a qui en ont fait 2, comme Nora, tu l'as dit, c'est Elgan. Les 3 UFC Paris, c'est le seul à y avoir participé. Est-ce qu'il va boucler la boucle de ce 4e UFC Paris, être présent ou pas? La question est encore une fois ouverte, comme on l'a fait pour les Français précédemment. Là, on n'a pas d'infos, on n'a pas un semblant de rumeur sur un potentiel combat de Gomis avant l'UFC Paris. Et pour appuyer sur William Gomis, je pense que c'est l'un des combattants français à qui l'UFC Paris réussit le mieux. Il a déjà combattu aux États-Unis, il a déjà eu de bons résultats aux États-Unis, mais quand il combat à l'UFC Paris, j'ai l'impression que c'est un autre combattant. C'est Gomis, un peu Gomis Super Saiyan en fait quand il est à l'UFC Paris. C'est vraiment le combattant qui Paris lui réussit le mieux. Et après, il a changé de management, donc à voir ce qu'ils vont décider. Mais Gomis à Paris, très bonne idée, surtout pour un retour après sa défaite du 1er mars. Rien à ajouter. Rien à ajouter. Donc lui aussi, William Gomis, potentiellement à l'UFC Paris. On a fait le tour, parce que c'est vrai que sur Gomis, il n'y a pas beaucoup d'infos ces derniers temps, donc on ne sait pas vraiment quoi dire en plus, à part que, vu le timing, ça paraîtrait assez logique qu'il soit aussi sur la carte. On va ouvrir maintenant ce débat et cette potentielle carte à des Français qui pourraient signer à l'UFC. Alors, il y en a 2 auxquels je pense d'abord, et après même j'ouvrirai, si vous avez des noms à envoyer comme ça, vous pourrez nous les dire évidemment les gars. Il y en a 2, dont un qu'on recevait hier soir dans le Fighter Club Sunday, Nicolas Leblond, moins de 57 kilos. On sait qu'il y a une guéguerre avec Michael Aljarouche parce qu'ils sont dans la même catégorie. On se dit que si l'UFC signe à moins de 57, ce sera soit l'un soit l'autre. Je pense que même Nicolas, on est bien conscient qu'ils vont pas faire signer les 2 pour faire un combat franco-français entre 2 newcomers à l'UFC pour un combat en moins de 57. Seule catégorie masculine où il n'y a jamais eu de Français. Est-ce que vous envoyez un des 2 sur cette carte de l'UFC Paris pour une signature dans l'orga? Moi, je pense que Leblond a pris un petit peu d'avance avec ce qui s'est passé ces derniers temps. Aljarouche avait perdu son combat dans la cage, mais la décision a été changée par la fédération hongroise, c'était ça, de MMA. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est de sa situation administrative, mais je pense qu'on aura entendu s'il y avait eu une évolution significative. Donc ça veut dire qu'a priori, pour combattre en France, ça le fait, mais pour signer un contrat avec l'UFC, il reste l'incertitude de ok, on te fait combattre en France, mais est-ce qu'on peut te faire sortir derrière? Ça a l'air un peu plus complexe. Donc le blond Nicolas, il continue à gagner, il a gagné encore. Il a le temps de préparation nécessaire. Donc je dirais que si tu me parles que de ces 2-là, là, sur ce cas-là, je dirais que Nicolas Leblond, il a pris une petite longueur d'avance. Ouais, je suis plutôt d'accord avec Baba. Puis aussi, il faut parler du management. Donc Michael Aljarouche, je sais pas, est-ce qu'il a changé de management ou non depuis son dernier combat à Hexagone, mais Nicolas Leblond, c'est Graham Boylan, c'est Morgan Charrière, c'est celui qui a fait signer Morgan Charrière à l'UFC Paris, bien évidemment, avec Alex aussi et tout ce qui peut être la BTT, on fait signer Morgan Charrière. Ce management-là, il n'est pas négligeable, surtout que je dirais que Nicolas Leblond, il a quand même un soutien du Cage Warrior, parce que dès que l'UFC Paris a été annoncé, tout de suite, petite post sur X du Cage Warrior, est-ce que vous voulez voir Nicolas Leblond à Paris ?
directement. Ouais, est-ce que le cage a encore la même influence sur l'UFC parce que avec le Dana White Contender Series qui maintenant devient le vivier principal, on avait la coutume de dire que le cage était un peu l'antichambre de l'UFC avec beaucoup de combattants qui sont passés, qui ont été champions, Conor McGregor, Michael Bisping. Est-ce que le cage il a encore cette influence sur l'UFC, vous croyez? Je pense que oui, parce que pour l'instant l'UFC opère encore à plusieurs niveaux différents. Pour le moment, je pense qu'à l'avenir tu auras 100% raison et que ce sera que le Dana White Contender Series qui sera pourvoyeur de talent pour l'UFC. Aujourd'hui, il y a le Dana White Contender Series pour avoir des combattants qui vont rentrer en début de carte. On va les mettre en early prelims ou en prelims. Et ensuite, ils vont quand même regarder les organisations régionales avec qui ils ont des bons contacts pour se dire ce gars-là, ça va être, on va le faire venir pour des prelims, faut pas se mentir, hein, surtout en flyweight. Voilà. Par contre, on se dit, lui, il a un potentiel pour grimper dans le classement. Donc, ça va être une signature différente, ça va être un contrat différent, etc. Donc, aujourd'hui encore, je pense qu'on peut aller plus loin que ce qu'Anto disait tout à l'heure. C'est quasiment un adjoint des deux matchmakers, le gars au Cage Warriors. Donc, je pense que oui, ça me fait me dire que c'est une probabilité. Le seul truc qui me freine, c'est que l'année dernière, on était tout hypé sur des nouveaux combattants et il n'y en a pas eu. Voilà, spécialité de l'UFC de réserver toujours des surprises, hein, ça fait plaisir. On parlait des Dana White Contender Series, du coup la transition est toute faite pour Eliane Boafia, qui combat le 12 août au Contender Series. Alors pareil, moins de 93 kilos, la catégorie d'Oumarcy. En cas de victoire, est-ce que on peut envisager qu'il soit l'UFC Paris? Ça me paraît un peu juste, hein, parce que c'est très pareil, faut quand même, ils sont obligés de monter une carte un peu solide et structurée assez longtemps à l'avance, même si il y a des ajouts toujours dans les dernières semaines. Eliane Boafia, un mois après, même pas, entre 3 semaines et un mois après son combat au Contender Series à Bercy, ça paraît un peu juste. Ça paraît compliqué, mais au Dana White Contender Series, c'est déjà arrivé 3 fois. En fait, il y a un combat de prévu au Dana White Contender Series. Eliane Boafia contre son adversaire actuel. L'adversaire pull out, il lui trouve pas d'adversaire au Dana White Contender Series, mais il a signé son contrat, il est dans les petits papiers de l'UFC. Bah, tu sais quoi? Vas-y, combat à l'UFC Paris, c'est déjà arrivé. Kevin Valero, c'est comme ça qu'il signe à l'UFC. Il y avait Lunir Kavana qui devait affronter quelqu'un au Cage Warrior. Je sais plus, le nom me vient plus, mais il devait affronter quelqu'un au Cage Warrior. C'est déjà arrivé un peu en short notice, on va dire. Il a signé, c'est déjà arrivé, mais ça. Il faut vraiment que les étoiles s'alignent. Ouais, évidemment. Alors, c'est ouvert maintenant, les gars, je vous écoute. Virgil Hogan, Axel Sola, Baki, Amin Ayoub, qui voulait. Est-ce que, Amin Ayoub, qui a un combat prévu là cette semaine, est-ce que vous pensez que dans les noms qu'on connaît bien en France, il y en a qui vont pouvoir signer pour cette UFC Paris? C'est dur de faire une réponse entre le j'espère et tu vois ce qui va se passer. Non, mais je sais que quand tu espères, tu as quelques billes derrière, en tout cas, quelques arguments, donc on peut écouter tes espérances. Exactement. Et à ce niveau-là, je dirais Nicolas Leblond, on en a parlé. Pour moi, c'est celui qui est en pôle. Clairement, c'est celui qui, je pense, aujourd'hui, en dehors de l'UFC, a la meilleure possibilité d'y rentrer. Maintenant, après, en regardant un peu, en se disant que les matchmakers ont fait un petit peu leur travail de scouting, il y a évidemment les deux gars du Boxing Squad, Virgil Hogan et Axel Sola. Maintenant, je les attendais déjà l'année dernière, tu vois. C'est ça qui est difficile, Anto. Je sais pas, tu vois, je me dis, j'ai envie de me dire, cette année c'est bon, mais qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière, tu vois. Mais non, mais c'est ça, c'est rien du tout. C'est qu'en fait, après, nous, on a vraiment notre œil, on regarde nos combattants de MMA, on se dit, mais lui, attends, 8, 7-0, 9-0, champion d'une organisation nationale, voire même mondiale, parce qu'ils arrivent à faire venir des combattants étrangers, mais normalement, et je dis bien avec des guillemets, dans un monde normal, tu signes à l'UFC. C'est comme si un joueur de foot performe en Ligue 1 de très bonne manière. Les concurrents européens, ils vont venir regarder. Attends, ce petit jeune, il est bon. On va essayer de le faire venir chez nous. Mais là, l'UFC, ils nous prennent. C'est compliqué, c'est toujours compliqué. Et puis l'élément à ajouter qui est important, c'est que, et je pense contrairement à l'année dernière, la tendance, elle est à couper des combattants là en ce moment. Elle n'est pas à recruter des combattants. On peut pas contourner le fait que Kevin Jousset vient juste de se faire couper, Taylor c'était il y a quelques mois, et plein d'autres. Je parle que pour les Français, mais il y a plein d'autres combattants qui se sont fait couper ces dernières semaines. Donc c'est pour ça que tu dis là, c'est pas la direction qu'ils ont l'air de prendre. Ceci étant dit, ils ont quand même besoin de faire du business, de remplir cette carte.
Et il y a des combattants qui sont disponibles pour pouvoir combattre. S'ils ont fait leur boulot et qu'ils ont regardé ce qui se passe en France, il y a un mec, par exemple, qui remplirait leurs critères, qui serait intéressant à signer, ce serait Baris Adiguzel. Lui, il met que des KO. Tu vois, il est spectaculaire, il fait des... Je sais pas, moi, si je suis un matchmaker, je le vois, je me dis, attends, c'est sympa quand même, un combattant comme ça. Dans une catégorie où il y a personne, tu vois. Donc, ça peut être sympa. En tout cas, moi, il me plaît ce combattant. C'est pour ça que je le cite, mais je sais pas comment eux voient les choses. Anto, t'en as d'autres. Voilà, Baris Adiguzel, c'est vrai qu'on l'avait pas évoqué, mais c'est vrai qu'en fait, pareil, on se place de notre point de vue français en se disant tiens, ils viennent là, c'est un truc de. Mais bon, ils font moins de Fight Night en Europe depuis qu'ils ont l'Apex, etc. Mais voilà, ils vont pas signer beaucoup de combattants uniquement pour un événement en France. Surtout que finalement, les combattants français, on va faire la carte là dans une minute. Bah, il y en a pas mal, hein. Donc tu vas déjà pouvoir. Il y a déjà de quoi faire. Sachant qu'il y a des combats, toujours des combats internationaux sur ces cartes-là. Donc ça veut dire qu'il y a quoi, 2-3 places qui sont prises par des combats qui n'impliquent pas des Français. Si c'est pas plus, des fois. Voilà, si c'est pas plus. C'est ça. Il y aura au moins un combat féminin, si c'est pas 2. Actuellement, il n'y a pas de combattante française, ce qu'on l'a dit. Si c'est pas Manon et Nora, du coup. Ce sera des combattantes européennes. Et ça te diminue les places. Combattants internationaux justement en star 2022, on a eu Whittaker contre Vettori. Whittaker, énorme star, ancien champion. Joaquin Buckley, il est monté aussi beaucoup après, mais c'est vrai qu'avec en voyant ce qui s'est passé derrière pour lui, on peut le considérer comme une néo-star. Namajunas, évidemment, sa défaite contre Fioro. J'ai noté quand même Volkan Ozdemir, qui était venu, ancien challenger à la ceinture contre Daniel Cormier. En 2024, il n'y avait pas de grosses stars internationales, en tout cas autres que les combattants français. Est-ce que vous voyez une star, on va dire, un top 15 de l'un des rankings, ou alors une légende venir à Paris cette année? Non, pour moi, si c'est pas un adversaire d'un Français, ils feront pas de combat comme ils ont pu faire au premier UFC Paris. Parce que je pense qu'ils avaient peut-être un peu peur entre guillemets d'avoir une carte pas trop remplie, que les gens viennent pas, donc ils se sont dit on va mettre un ancien champion classé numéro 1 à l'époque, Whittaker contre Vettori. Je pense pas qu'il y aurait de combat. Ça tâtonnait, encore une fois, nous avec nos yeux de français, c'était le jour où ils viennent, ça va tout péter, mais eux ils rentraient dans une caverne avec une lampe torche. C'est bon, est-ce que tu vois, on leur a promis des cartes, enfin des ambiances et du business de fou dans d'autres pays d'Europe, et ça a pas fonctionné, tu vois. Donc et c'est des pays de combat, c'est les pays dont je parle. Donc là, l'année dernière, ils ont mis c'était quoi, 2 ou 3 combats, je crois même, internationaux. Et c'était même pas des stars, même pas le rang en dessous, c'était des gens que moi je ne connaissais même pas. Ils ont tout mis en prélim. Exactement. Ok, les gars, on va écouter donc les cartes de rêve, on va dire, en tout cas présagées par Anto et Baba. Je rappelle qu'en 2022, il y avait 12 combats, en 2023, il y en avait 11, en 2024, il y avait 14 combats sur la carte de l'UFC Paris. Les 3 éditions, à chaque fois, c'était 6 combats en carte principale. Record à battre pour l'instant pour le nombre de Français, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, 9 pour l'UFC Paris 2024. On a 9 Français sous contrat actuellement, un potentiellement qui pourrait signer. Qu'est-ce que vous envisagez, Anto? On va t'écouter, on te laisse dérouler ta carte de rêve. Alors, je précise bien que c'est carte de rêve, parce que là, faut s'accrocher, j'ai un peu abusé. C'est rêve, Anto. J'espère que quand tu rêves, t'abuses. Ah oui, moi je rêve, j'abuse. Ah ouais, sinon c'est chiant. Ah ouais, si t'abuses pas dans tes rêves. Après, je me mets à la place des matchmakers, un matchmaker français à l'UFC Paris, je veux voir cette carte-là. Voilà, c'est ça. Bon, premier combat pour l'UFC Paris. On aime bien les all-in en France avec Amin Ayoub et Mika Lebou. Le all-in, ce serait le gagnant reste à l'UFC. Moins de 57 kilos, Nicolas Leblond contre Michael Adjarouche. Ok, ouverture de prélims. Donc je vais me permettre tout de suite de dire que je l'ai aussi, donc comme ça au moins c'est bon. Parfait. Ça ouvre la carte, au moins le public sera présent, tu sais que tu ouvres la carte, il n'y a pas genre des sièges vides. Là, les gars sont là à 17h30, ça ouvre à 18h. Parfait. Ensuite, les combats féminins, il y a Teresa Bleda qui s'entraînait avec Manon. Donc, qui potentiellement a un accrochage avec Paris, affronte Casey O'Neill, combattante écossaise. Après, signature à l'UFC de Virgil Hogan en moins de 84 kilos, parce que selon moi, c'est peut-être la catégorie. C'est peut-être plus facile pour Virgil Hogan de signer plutôt qu'Accesola, parce que les moins de 70, c'est rempli. C'est plus que rempli. C'est plus que rempli. Les moins de 84, il y a possiblement rempli. C'est là où effectivement on parle de rêve, parce qu'on est sur 3 signatures déjà. On est sur 3 signatures. Pourquoi pas. Il va pour moi, sur ma carte, il affronte Ozzy Diaz qui est sur une défaite, une victoire à l'UFC. Au Virgil Hogan, c'est le 124e Fight Matrix. Il affronterait le 108e Fight Matrix. Ça reste toujours potentiellement le même niveau. Alexandre Topuria.
espagnol qui a toujours pas combattu depuis sa victoire contre le sparring partner de Volkanovski. Ouais. Il est espagnol. On sait qu'il combat jamais en même temps que Topuria parce qu'ils font leur camp d'entraînement ensemble, donc ils s'alternent. Pourquoi pas le voir à Paris, parce qu'il n'y a pas l'ombre d'un UFC Espagne ou d'une autre ville en Europe. Non. Il affronterait Bernardo Sopai, l'Albanais. Donc là, on a quand même le 422e mondial qui affronte le 192e, mais à partir du moment où Alexandre Topuria, il est quand même un peu mal classé, il a signé très tôt à l'UFC. Ensuite, combat féminin, Jacqueline Cavalcanti qui reviendrait à l'UFC Paris pour affronter Yana Santos, 11 contre 9. Elle est portugaise, Jacqueline, elle a gagné 2 fois à Paris. Ouais, c'est ça, elle a gagné 2 fois à Paris, deux françaises en plus, contre Zara Fern et après Zara Cornell. C'est... Ensuite, là, ça serait du short notice parce que on sait que là, il n'y aura pas d'autres signatures. Mais un Amin Ayoub qui affronterait Esteban Ribovic, qui reste sur une défaite. On sait qu'Amin Ayoub, il a été très proche de signer à l'UFC par 2 fois. Bah ouais, c'est donc, ça. Son nom, ils le connaissent. Bah ouais, et pour Amin, c'est le bon moment. Oui, c'est le bon moment. Il a fait un combat assez médiatique. Il était donné perdant pour certains, donc c'est peut-être le bon moment pour Amin Ayoub de pouvoir signer à l'UFC. Il a dit que c'était encore son objectif, évidemment. Il a 29 ans seulement, Amin. Non, il peut encore signer à l'UFC. C'est pour ça que je mets ce combat-là. Donc Amin Ayoub, 100e Fight Matrix en 70 contre le 70e Fight Matrix. Ok. Ça reste viable. Et pour terminer les prélims, combattant, donc là on tombe sur les combats un peu internationaux. Mason Jones qui revient à l'UFC, qui a battu Jeremy Stephens, qui affronte Matt Frevola. Il a dit, Matt Frevola, qu'il voulait revenir à Paris. Et pourquoi pas un combattant britannique pour accueillir Matt Frevola. Ça sera un nouveau highlight, peut-être un low light si Matt Frevola se fait encore battre un KO. Mais Mason Jones, en tout cas, ça promet de la guerre. Ok, on passe à la carte principale, du coup on t'écoute. Ouais, et c'est là où je vous dis, c'est encore un peu plus compliqué, c'est que j'aimerais bien, début de carte, après j'aimerais bien, je fais pas les cartes non plus, l'UFC m'ont pas encore envoyé mon chèque, Morgan Charrière, la revanche contre Jordan Vucinic. Jordan Vucinic qui descendrait en 66 parce qu'il est en 0-2 en 70. Il est temps qu'il gagne ou qu'il fasse un changement. Donc pourquoi pas le Cage Warrior. On sait qu'en France ça fait vraiment parler. Il y a ce combat-là, c'est un gros combat. Intéressant. Ensuite, et là on parle de stars internationales comme nouvelle signature. Je vois bien Mateusz Rebecki, il a dit qu'il voulait affronter Benoît Saint-Denis. Viens en France. Il est numéro 40 Fight Matrix. Et je l'ai mis contre le numéro 41 Fight Matrix en 70, Lawson Keita. Donc, nouvelle signature, Lawson Keita, il met énormément de postes en ce moment pour avoir sa place à l'UFC Paris. Il a pris Matt Frevola, Kevin Valeros même, il lui a envoyé un message. Ok, Lawson Keita, belge alors. Ouais, belge, exactement. Et pour les 4 derniers combats, donc ça va être que des Français. William Gomis contre Hubert Uchala, on sait qu'il a signé avec l'UFC. Il a déjà eu un passif avec un Français, Saladin Parnasse, mauvais passif. Mais donc ça serait le 45e contre le 53e mondial. Oumar Sy en Coco-Main qui affronterait Volkan Ozdemir. S'il bat Manifield, ça fait le 15 contre 8. Volkan, il est sur une défaite. Alors à voir si Volkan c'est le bon moment parce que je crois qu'il va être papa. Il a pas mal d'échanges personnels aussi qui ont lieu en ce moment. Est-ce qu'il va avoir envie d'aller prendre entre guillemets un bourbier nommé Oumar Sy dans une période où il a aussi d'autres trucs à gérer? C'est à voir, mais en tout cas c'est vrai que c'est intéressant. Retour à l'UFC Paris. Exactement. Puis après en co-main, et là c'est juste mérité, c'est Fares Ziam, donc proche du top 15. Et là c'est le rêve aussi, c'est Michael Chandler à Paris. On sait que les managers français essaient quand même d'avoir de gros combats. Il y a le top 15, il y a une rumeur qui fait que Dawson va prendre Alvarez, Moïcano prend Dariush, Paddy Pimblett il descendra pas prendre un top 15. Chandler, on sait qu'il viendra peut-être jamais à Paris, mais en tout cas c'est dans cette carte de rêve, je vois bien Fares Ziam prendre Chandler pour entrer dans le top 15, ou sinon ça aurait été Fiziev ou Mondes, mais ils s'affrontent dans 2 semaines, à voir comment ils sortent de ce combat-là. On connaît 2 personnes. Et le main event, ça serait Benoît Saint-Denis contre Gamrot parce que c'est écrit. Tout simplement, c'est écrit. Donc dans ma carte, pas de Gann parce que pay-per-view, Nassourdine parce qu'il prend le titre parce que Shimaev va pull out, et pas de Manon Furo parce qu'elle combattrait à la Noche. Ok, très intéressant. C'est abusé, je sais.
Non, mais on a dit carte de rêve. Bah donc, ouais, voilà. C'est vrai que non, mais le Chandler Ziam, par exemple, je rêverais de le voir aussi. Maintenant, Chandler, est-ce qu'il Chandler, il veut des money fights, à mon avis, maintenant. Mais bon, qui sait? Peut-être que l'UFC pourra le convaincre pour un défi comme Fares Ziam. Baba, à toi. Ouais, je vais essayer de te la faire façon miroir, comme ça, t'auras un combat que je trouve à peu près bien et puis un combat rêvé, tout simplement, à chaque fois. Ouais. J'avais une carte où j'avais Cyril Gane en main event, tu vois, parce que c'est important qu'il soit là. Bon, c'est un gars que j'aime bien, donc j'avais mis contre Almeida, tu vois. Mais en face de ça, je mettrais un main event avec Nassour Imavov, évidemment, et puisqu'on parle de rêve, et je vous l'ai déjà dit 1000 fois, qu'on nous ramène chez Strickland en 5 reprises devant le public français, qui vienne s'expliquer devant nous de tout ce qu'il raconte. Et on lui ferait comprendre. Ah bah là, l'accueil serait bon. On lui ferait comprendre. Et je t'ai dit, je viens pas en plateau, je vais en public, moi. Mais le problème avec ce genre de fou, c'est que ça va le galvaniser, lui. Non, mais c'est très bien. On veut qu'il soit galvanisé, tu nous connais. On veut, c'est ce qu'on veut. On veut du répondant. C'est comme ça qu'on est fort. C'est clair. Donc voilà, c'est ce qui me ferait kiffer. Derrière, j'ai Gamrot BSD. De toute façon, je vois pas comment tu vas autour de ce combat-là. Et le combat est bien en plus, pour le coup, parce que Gamrot, il est extrêmement fort, faut pas l'oublier. Il n'est pas classé à cette position pour rien. Et ce serait un très beau défi pour Benoît, tout simplement. Pour Benoît, pour Nico, pour toute cette nouvelle team. Voilà, je pense que ce serait un bon moyen de savoir comment ça fonctionne. Et l'occasion de re-rentrer top 10 pour Benoît Saint-Denis. Comme on parle de cartes rêvées par les fans et non pas par les combattants, n'est-ce pas, ou par leur coach, bah évidemment Manon sur un UFC Paris pour moi c'est important, et contre Grasso parce que c'est une très bonne adversaire. Donc là je te parle d'une carte rêvée où l'UFC step up en France, où ils se disent ok c'est bon, on a compris que maintenant que on peut faire des combats cool, maintenant on va faire des combats qui comptent, et qui fait que les Américains ont envie de regarder même si c'est pas leur heure, tu vois. C'est pour ça que je suis sur un Fioro Grasso. Ensuite sur la main card, moi j'aurais Fares Ziam parce qu'il a totalement mérité sa place au moins sur la main card. Même sur le comment, je suis plutôt d'accord avec toi, Anto, mais bon, il y a tellement de combats sur ma carte qu'à un moment il faut faire des choix, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, dans ma carte rêvée, Moïcano se fait étrangler par Benil Dariush très vite. Et il a le seum, tu vois. Et du coup, il veut venir en France et il prend n'importe qui, donc forcément un mec qui n'est pas classé. Et ce serait Fares Ziam, et donc on aurait Moïcano de retour en France contre Ziam. Ce serait un combat vraiment, vraiment sympathique. Maintenant, si je deviens un tout petit peu réaliste, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est soit Grant Dawson, soit Joel Alvarez. Ça fait totalement sens pour moi. Même si Chandler, j'aimerais beaucoup. Mais lui, il prend tellement que des brebis en ce moment que je pense qu'il va rester tranquillement à la maison. En ce moment, il va se calmer. Et sur la main card, parce que c'est en dehors de Cyril peut-être le combattant le plus populaire, même si j'ai mesuré la popularité de Nassourdine ce week-end, Morgan Charrière. Et face à lui, un mec qui est plus que fun, qui serait Ned Landwehr. Le train. Voilà, c'est deux combattants qui font la guerre, qui font la bagarre. On aime ce genre de combat en France. J'avoue que c'est un combat très réaliste, je dirais même qu'il y a des rumeurs sur ce combat-là, donc c'est pour ça que je l'ai mis, parce que j'en entends de plus en plus parler, et c'est un petit monde le MMA, donc tu sais que tout le monde parle. Donc voilà, je l'ai mis. Il y a un compte MMA, alors je suis désolé, je serais pas capable de dire quel compte. Il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra, je suis désolé donc pour la personne qui tient le compte. Il y a une story, je sais que je le suis, mais je le retrouverai. Et c'est quand tu parles de ce combat-là et tu parles de son surnom, ça me vient à l'idée. Il y a un compte MMA qui dit Morgan va encore faire dérailler un train. Je crois que j'ai même vu passer le tweet. J'ai envie de te dire propagande, mais je suis pas sûr. Donc c'est ce compte. Voilà. Mais oui, c'est un gros évidemment clin d'œil à la rumeur qui est en train de courir. The Train, le train déraillé, je crois que le lien est peut-être fait. Les Colombos de chez vous, faites votre travail. Voilà. Ensuite, j'aurais dans l'ordre n'est pas voilà. Et si je passe sur le côté totalement rêve, et là, moi, vous savez mon appétence pour les combats franco-français. Nous devons grandir, nous devons comprendre que c'est par ces oppositions-là que le MMA français va grandir. Ça ne veut pas dire que je veux des embrouilles entre les deux camps. Il faut que ce soit bien clair entre tout le monde. C'est un sport. Moi, à d'autres niveaux, j'ai combattu mon pote d'entraînement. Et on s'est fait une guerre de malade. Salut Kiki. Mais vraiment, non. Une revanche entre Charrière et Gomis, pour le MMA français, ce serait sympa. Voilà. Donc en mode rêve, moi, ce serait super cool. C'est un combat qui me plairait beaucoup. Voilà. Donc force à tous les deux, en tout cas. Derrière, j'aurais évidemment Oumar Sy, pour qui ça se passerait super bien dans son prochain combat. Et moi, j'aimerais bien un combat contre Nikita Krylov, qui sort d'une défaite pas facile pour lui. C'est un nom.
C'est quelqu'un qui est connu à l'UFC. On l'a déjà vu à Paris, il me semble, Krylov, non non, à vérifier, non, je confonds. Non, c'est Kopylov. C'est Kopylov, c'est Kopylov qui était venu. Krylov, mais il est jamais venu à Paris. J'ai un doute. Moi, je vais revérifier, mais En tout cas, lui, c'est un nom, et à la fois, ce serait bien pour le public français, parce que c'est un combattant compétent qui a fait son nom, qui a fait sa carrière, et puis ce serait bien pour la carrière d'Oumar Sy, parce que c'est quelqu'un qui est connu aux States, et si Oumar battait un mec comme ça juste derrière, là, tu te dis, après, tu passes Krylov, tu prends quelqu'un de bien mieux classé. Pourquoi pas quelqu'un dans le top 5, tu vois. Donc, ça lui ferait faire un bond très intéressant. D'ailleurs, j'ai parlé de William Gomis, s'il prenait évidemment pas Charrière, je le vois bien contre André Fili, parce que c'est un mec que j'ai toujours bien aimé. Touchy Fili, c'est un combattant qui est sympa, qui est dynamique, et pareil, c'est un bon nom pour William à affronter, ça ferait un combat intéressant. Dans ma carte, il y a Nicolas Leblond qui signe, et qui prend le coréen Choi Dong-hoon, qui a combattu l'année dernière à Macao, et qui a fait un beau combat, qui avait gagné, qui n'a pas combattu depuis. J'imagine que l'UFC le garde dans le formol pour Macao, mais bon, débloquez-le et ramenez-le en France, ça fait un combat intéressant pour Nico. C'est deux strikers dynamiques, donc voilà, ça ferait un combat qui serait sympa. Dans ma carte rêvée aussi, j'avais Oumar Sy contre Volkan Ozdemir d'ailleurs, mais comme tu l'as dit, j'en parlais pas. Il y a une autre signature, ce serait Barista Diguzel, j'ai dit tout à l'heure, donc j'ai laissé un petit peu échapper le fait que moi j'aime beaucoup ce combattant. Et il combattrait contre Simon Oliveira. Ah oui, directement. Ouais, direct. Tu vois, lui il a signé. Il est venu par le Dana White Contender Series. Il a gagné récemment en 2025, avant la limite. Donc ça fera un gros combat bien explosif entre deux combattants bien explosifs. Donc je kifferais beaucoup. On est dans le rêve. On signe un 70 kg, Axel Sola, et on signe un autre 70 kg, Losen Keita. Et on les fait s'affronter tous les deux. Alors, toi, il y avait Virgile, du coup, dans la tienne, et chez toi, c'est Axel plutôt. Ovian aussi, c'est juste que j'ai vraiment pas réussi à trouver contre qui. J'ai pas réussi à trouver contre qui. C'est ça, voilà, tu vois. Dans le formol depuis il y en avait plein, en fait, donc j'ai pu choisir. C'est ça, là, comme vous êtes matchmaker, c'est le but, c'est de trouver des oppositions. Parfois, je dis à mon assistant de faire quelque chose. On a tous les deux nos Keita qui signent. Voilà, pour moi, tu signes deux champions d'organisations européennes importantes, entre que ce soit Sola et Keita, deux pays voisins, petite rivalité franco-belge. Je sais pas du tout comment ils se connaissent pas. Moi, comme vous le savez, moi c'est un sport encore une fois. Donc les deux, s'ils sont prêts à s'affronter, ce sera un très bon combat pour l'UFC Paris. Et puis voilà, le reste, ça a été à peu près dit. Il y aura évidemment gardé des places pour des combats féminins, mais voilà ce que moi j'aimerais qu'il se passe en tout cas. Ok, vos cartes de rêve, les amis, sont déterminées. Bravo et merci d'avoir fait ce boulot parce que tu allais quand même chercher des combattants comme de potentiels adversaires pour Nicolas Leblond qu'on connaît pas forcément. Parce que j'aime beaucoup le style de Nicolas Leblond, donc c'est pour ça que j'ai vraiment regardé sérieusement l'équipe. Génial. Les amis, merci beaucoup. Très intéressant. L'UFC Paris, en tout cas, la seule chose qui est sûre, c'est que ce sera le 6 septembre prochain à l'Accor Arena de Paris. Et en attendant, ça va être intéressant de comparer tout ce que vous avez dit pour voir les annonces qui sont faites et les fighters qui se produisent dans cette cage de l'UFC Paris le 6 septembre prochain. Merci Anto d'avoir été à mes côtés pour ce Fighter Club, évidemment. Merci à toi Baba. Merci les gars. Merci à Arthur Robert qui nous a accompagnés pour cette émission. À très très vite dans le RMC Fighter Club. Ciao. RMC Fighters Club.